fatiguée. Oh putain, mon œil à chat. Oh non. Et mon petit chim. Oh oui. Si ce chat me laisse parler. Non mais qu'est-ce qu'il fout? Mais ça va pas. Est-ce que tu peux arrêter d'être con? Chat. Oh chat, t'es chiant. Mais il est malade. Impossible. Impossible de filmer avec un chat. Bientôt un an nous sépare de la sortie de mon album Something Happened. Aujourd'hui, j'ai envie de parler ouvertement de la signification de chaque titre qui retrace mon adolescence quelque peu chaotique, où j'ai vécu le deuil, la maladie, la dépression, la colère, la tristesse et parfois même la folie. Ces émotions et ces expériences, je les ai vécues personnellement mais également par empathie. De l'écriture à la sortie, cet album est une sorte de thérapie. Ces chansons sont toutes différentes, mais elles racontent une même histoire, la mienne. Du drame de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Cette vidéo clôturera ce chapitre, voire ce tome si on peut dire, pour que je puisse enfin aller de l'avant. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'as pas écouté tous les titres de l'album, je t'encourage à le faire bien sûr, pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, mais tu peux aussi les écouter à la suite de cette vidéo. Tu auras alors un contexte qui t'aidera à relater les faits. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir aider des gens qui sont passés par là, voilà, qui peuvent peut-être s'identifier à ce que j'ai vécu et trouver peut-être le moyen de réussir à s'en sortir, de réussir à faire face et voilà, de guérir en fait. Voilà, ça peut peut-être être un début pour les personnes qui en souffrent. Trigger warning, les sujets abordés dans cette vidéo seront le deuil, la mort, la maladie, le suicide et la santé mentale. J'ai préparé bien évidemment ce que j'allais dire, parce que c'est super dur de parler devant une caméra. Surtout quand on parle de sujets très personnels, c'était plus facile de sortir mes musiques, même si ça a été très dur. Ça a été très dur de les écrire et de les enregistrer. La plus dure, ça a été la première. C'est celle qui parle de mon père. C'est celle qui, pour moi, a été la plus douloureuse à écrire, à composer, à chanter. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. Il est décédé d'un cancer généralisé. Et ma première musique parle de ces derniers instants à mes côtés. You're still with me over sleep. I'm trying to find out what you see. Ça faisait 4 mois qu'il était à l'hôpital. J'étais fatiguée, en colère, je pleurais sur son sort et sur le mien, en maudissant la terre entière. Il m'avait alors pris dans ses bras et m'avait dit cette phrase qui retentit encore aujourd'hui, le chat il va me sauter dessus. Oh bébé! Donc au moment où j'étais au plus mal, il m'a alors pris dans ses bras et m'a dit cette phrase qui a retenti en moi pendant des années. Viens, on pleure ensemble. Et j'ai alors paniqué et ne voulant pas le voir pleurer et affronter cette dure réalité qui était que mon père souffre et qu'il va mourir. Je l'ai alors serré dans mes bras et je lui ai dit « Non, c'est bon, ça va. Non, pleure pas, tout va bien. » Et j'ai souri. Et j'ai plus arrêté de sourire. Je lui ai souri jusqu'à la fin. Sa mort a été un choc brutal pour nous tous. Son cancer a été une des épreuves les plus douloureuses. De l'avoir vu maigre, lui qui était si costaud, branché à toutes ces machines médicales, lui qui respirait la santé, de le voir refuser un repas, lui qui était si gourmand. J'ai cru que la douleur allait jamais partir, que j'allais vivre avec jusqu'à la fin de ma vie. Si j'avais pas pris la décision de me faire aider, grâce à une thérapie, grâce à
de l'aide extérieure, je n'aurais jamais réussi à complètement vivre avec ce qui est arrivé. J'en reparlerai plus tard dans cette vidéo. Parler de lui, ça me met toujours les larmes aux yeux parce que j'étais jeune et j'ai pas pu profiter de lui. Voilà, j'étais pas si jeune que ça pour plus avoir de souvenirs du tout. J'en ai eu beaucoup. Et c'était le pilier de la famille. C'était mon papa. Où que tu sois maintenant, je t'aime et j'espère t'avoir rendu un hommage digne de toi. I hope your trip has gone well, that you did not lose yourself in this abyss of souls. Ouh. On va boire un petit coup, hein. Je ferai peut-être d'autres vidéos, si ça peut aider les personnes qui ont vécu un deuil. Je pourrais en parler pendant des heures, ouvertement, sans script, dire exactement ce que je ressens et comment j'ai vécu ça et quelles ont été les clés pour arriver à surmonter ça. Ça a été le premier drame de ma vie. Le second, ça a été la maladie de ma mère, qui est arrivée peu de temps après le décès de mon père. Et c'est ce dont parle la deuxième musique. Daily trapped in your own body brings me back to reality. My heart burns. Après le décès de mon père, ma mère et moi, on devait continuer à vivre. Mais on se doutait pas de ce qui allait arriver, de ce qui allait suivre en fait. Quelques années après le décès de mon père, on lui a diagnostiqué une maladie neurodégénérative. Elle a souffert d'une pathologie chronique progressive qui a touché le système nerveux central, ce qui coordonne le mouvement des membres. Ça entraîne donc des troubles de la coordination, des tremblements involontaires, une perte d'équilibre. Sa maladie est arrivée progressivement, une canne, un déambulateur, un fauteuil roulant, puis un lit médicalisé. Ce qui a été bouleversant pour moi, ça a été les changements. Tout a changé du jour au lendemain, mais progressivement, de manière sournoise. C'est-à-dire que d'abord c'est une canne, voilà, on s'y habitue vite, du fait qu'elle ait du mal à marcher, bon voilà, on l'aide un petit peu, et puis d'un coup, on se met à pousser un fauteuil. Et puis d'un coup, on doit tout apprendre à gérer à la maison, puisqu'il n'y a pas de figure paternelle ou maternelle qui le fait à notre place. Pour elle, ça a plutôt été ce qui a bouleversé sa vie, ça a plutôt été de plus être capable de monter à cheval, de plus être capable de cuisiner pour tout le monde, de plus être capable de communiquer au téléphone, parce qu'elle avait du mal à parler, de prendre un bain, de manger seule, puis de respirer seule. Je l'ai connue avec un fort caractère, mais aussi avec une grande sensibilité. Je l'ai vue sûre d'elle, forte, mais aussi très fragile et emplie de doutes. Always brighter and never slower. Today it's hard to remember that tore my heart open still. Finalement, le plus dur dans la maladie, peu importe la maladie, c'est l'acceptation. C'est accepter soi-même qu'on est malade, mais c'est également accepter que l'autre soit malade, accepter que ce sera différent. À travers cette musique, ce que j'essaye d'exprimer, c'est le fait que j'oublie. J'oublie petit à petit ce que c'était avant, comment ma mère marchait, et je me rendais compte à travers sa maladie
que c'était de plus en plus difficile de se souvenir du avant qu'elle soit malade. En la voyant dans un état déplorable, fatiguée, triste, de la voir tous les jours ainsi, c'était très dur de se rappeler à quel point cette femme était forte, à quel point elle a surmonté bien pire finalement, mais que là, cette maladie l'a achevée. C'était sa goutte de trop. Elle n'y arrivait plus. C'était trop dur. C'était trop dur de ne pas être la personne qu'elle était. C'était trop dur d'accepter de ne plus pouvoir marcher, de ne plus pouvoir faire les mêmes choses qu'avant. C'était trop dur d'accepter. C'était trop dur pour elle de se dire qu'il y a des choses qu'elle ferait plus jamais, qu'il y a des choses dont elle ne profitera plus, des choses qu'elle ne pourra plus faire d'elle-même. Et finalement, ce qui a été dur pour elle a été dur pour moi, a été dur pour tous les proches qui nous ont accompagnés. Let me just a second to imagine how you were, an incredibly brave woman who could still walk away. Let me just a second, bringing back my memories. Don't erase these images because I keep them real. J'essaye tant bien que mal de ne pas effacer les souvenirs de avant la maladie, avant la mort de mon père, avant, où tout semblait paisible. C'est dur de se rappeler ces moments. En tout, sa maladie, à partir du moment où elle a été diagnostiquée, puis où ça a dégénéré, puis où ça a stagné, puis où ça a conduit à sa mort, ça a duré en tout un peu plus de 6 ans. C'est pas long, finalement. Mais ça nous a paru une éternité. Le vivre, c'était infini. Pour elle, ça a dû être encore plus long. Parfois, dans mon jeune âge, je ne voulais vraiment pas accepter de faire certaines tâches parce que c'était trop dur, parce que c'était pas mon rôle. Et finalement, je voulais retourner à un temps où tout paraissait normal, où ma mère allait me faire à manger, où ma mère me réveillait le matin, où elle allait m'emmener, peu importe où j'allais. Mais là, on était dans un monde où je devais grandir plus vite que les autres, où je devais apprendre à faire à manger à ma mère, où je devais apprendre à m'occuper d'une personne malade, où je devais apprendre à conduire pour pouvoir l'emmener. Je devais apprendre à être adulte. À la fin, sa volonté, ça a été de mourir. Mais en France, c'est pas possible. C'est pas légal. La seule chose qu'on a pu faire, c'est faire une demande anticipée. C'est ça qui a été aussi très traumatisant. Son choix a été de ne pas être réanimée si son cœur venait à lâcher ou si elle était en détresse respiratoire. On l'a accepté, mais ça a été un choc terrible. D'entendre d'un proche qui veut mourir, je crois que ça a été une des épreuves les plus douloureuses, les plus traumatisantes. Pour elle comme pour nous, ça a été une libération. Il n'y avait pas d'autre solution pour arrêter la souffrance. Maman, où que tu sois, puisses-tu reposer sans douleur et sans contrainte. Je t'aime jusqu'à l'infini et l'au-delà. My heart burns when I'm thinking of you. Just like every time I said to myself that I love you till the moon and back. Ça va, je commence un peu à... On a parlé de 2 sujets assez compliqués, assez lourds. Mon 3e titre de mon album, c'est la dépression. Mais je vais pas encore parler de ce sujet parce que c'est un sujet tellement grand que je vais en parler juste après. Je vais d'abord me concentrer sur le 4e titre qui parle de la colère. A lost childhood no longer be able to
to enjoy. Tired of losing myself. C'est le sentiment que j'ai mis le plus dans ce titre. Burst of anger, circling over my head in wait for its prey. Too bad I'm not dead, but you wonder every day. Certaines personnes qui l'ont écouté m'ont dit ah purée, elle est trop bien, et je m'attendais à un drop ou quelque chose d'un peu plus mouvementé, un peu plus électro au niveau du refrain, et c'est resté très linéaire. En fait, la raison est simple, c'est que je me suis pas attardée dessus, puisque cette musique me rendait tellement en colère. Vraiment, j'y ai mis toute ma rage en fait. J'ai craché tout ce que j'ai pu cracher de tout ce que j'ai pu vivre en fait. Toute cette colère que j'avais en moi, je l'ai mis dans cette musique, et puis voilà, ça c'est fait, on passe à autre chose. Donc je me suis pas attardée sur des petits détails ou sur certaines choses que j'aurais pu améliorer aussi. Ce qui est dommage, parce que ce titre avait un petit potentiel, je trouve. Mais bon, c'est ce qui en fait son charme finalement. Smell of weakness, mad of living, burst of. J'espère que je suis assez claire dans ma vidéo, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer ce que je veux dire. J'ai l'impression d'être crispée, de pas réussir à parler. C'est super compliqué de parler devant une caméra et de dire tout ce qu'on pense, parce que je me vois dans le retour en plus, donc c'est comme si je me parlais à moi-même, et m'affronter moi-même, c'est super compliqué. Mais j'espère que c'est clair, concis, et que on comprend un peu ce que je dis, parce que putain, ce chat. Est-ce que tu peux arrêter? Putain, c'est dur de filmer avec un chat, hein. Et du coup, on va passer à Rosa Cat et Don't Wanna Go. Donc ces deux titres, en fait, c'est un peu des titres extraterrestres de mon album. Don't Wanna Go, c'est une musique que j'ai composée il y a très longtemps, pour m'amuser en fait, quand je commençais à peine le piano. J'avais fait quelques petits accords, et puis ça sonnait bien. Ce chat, il va me faire n'importe quoi. Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais bébé, mais oui, mais là je filme en fait. Pour moi, ça représente un peu le désespoir. Et les paroles, c'est quelqu'un qui est dans un bar et qui n'a pas du tout envie de partir, qu'on lui fait comprendre qu'il faut partir, qu'il a assez bu, mais que non, ça va en fait. Et qu'en fait, on se morfond juste dans notre désespoir en fait. No, it's not that late. Help me shut my mind. I need to clean up all this mess inside of why. Oh. Et j'avais imaginé un clip d'ailleurs, mais c'est assez compliqué niveau logistique, parce qu'il faut beaucoup de monde. Je voulais faire un espèce de show boîte de nuit, etc. Assez compliqué à faire. Et du coup, j'ai fait un clip pour Rosa Cat, qui symbolise la folie. I'm walking all around and I can finally see a thing. It's just as simply Rosa Cat. Rosa Cat. Rosa Cat. Alors, notre chère Rosa Cat, c'est une musique qui m'a vraiment fait kiffer en fait. Je me suis vraiment amusée à la faire. Autant composer que chanter, que faire le clip, c'était incroyable. Et oui, ça représente un peu la folie, un peu en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Vraiment, c'est je pète un câble. You saying sorry, I don't understand. I'm looking all around and I can't see anything. What is happening to my mind? What is happening? Et en fait, quoi de mieux que de représenter la folie par un petit chat tout mignon?
rose. J'avais fait un clip avec mes meilleurs potes et bon, de base on devait être beaucoup plus, mais bon, certains n'ont pas pu être là malheureusement. Mais c'était cool à faire, c'était vraiment, c'était trop bien. C'était une belle journée et on a fait ça propre, on a fait ça trop bien. Et je suis trop contente du résultat. C'est un peu, les deux clips un peu, on respire. Voilà, on a passé les sujets un peu durs. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis un peu plus détendue depuis le début de cette vidéo. J'ai passé les sujets un peu sensibles et maintenant ça y est quoi. Alors que le gros sujet arrive, c'est la dépression. Alone in this old house, loneliness is my new friend, and everything is fine. I'm lying to myself. La dépression, c'est un sujet, je pense que je vais pouvoir parler avec plus d'aisance. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus récent, non, c'est pas ça, mais je ne sais pas. Peut-être parce que j'en ai plus parlé, c'est possible. Je me suis également posé cette question durant le montage. Pourquoi c'était aussi simple de parler de ça? Pourquoi j'avais autant d'aisance en parlant de la dépression? Parce que je l'avais accepté. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'être malade, à accepter d'être en dépression, à accepter d'avoir un trouble. J'ai mis du temps, mais je l'ai accepté. Je l'ai compris et j'ai réussi à guérir. Tandis que les autres épreuves que j'ai traversées, jamais je les ai acceptées. Jamais j'ai accepté la mort de mon père. Jamais j'ai accepté la maladie de ma mère. Je sais même pas par où commencer en fait. Je l'ai fait quand cette dépression? Quand est-ce qu'elle est arrivée? Eh bien tout récemment en fait. C'est pas quand j'ai perdu mon père. C'est pas quand j'ai perdu ma mère. C'est pas quand j'ai vécu ce que j'ai vécu durant mon adolescence. C'est arrivé quand tout allait bien dans ma vie. J'avais une situation stable, j'avais des amis, j'ai mon chéri, enfin j'avais tout pour être heureuse. Mais ça allait pas. Et est arrivée la phrase qu'on m'a dite souvent, voilà, pas pour faire de mal, mais parce que les gens qui ne vivent pas ça ne comprennent tout simplement pas. C'est mais tu devrais être heureux, tu devrais être heureuse, parce que tout va bien. Regarde ce que t'as, regarde. Ouais, mais moi, je vais pas bien. T'as beau avoir la situation extérieure la plus parfaite. Si toi, tu es mal, eh ben rien ne va. Du coup est arrivée la culpabilisation. Je pense que c'est la première chose que je me suis dite, c'est mais pourquoi je vais pas bien alors que tout va bien? Pourquoi je vais si mal alors que tout semble parfait? J'ai commencé, après la mort de ma mère, à faire des crises d'angoisse très intenses. Je suis allée voir mon médecin en lui disant que ça allait pas quoi, ça allait pas, je vais pas bien, je suis stressée, angoissée, j'arrive plus à dormir, je fais des cauchemars, voilà. Et en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, en fait, qui est très important. J'ai vécu ce qu'on appelle un deuil traumatique. C'est-à-dire que j'ai pas fait mon deuil comme la plupart des personnes, où le temps a pu atténuer la douleur. J'ai vécu sa mort comme une perte brutale, inattendue, avec des circonstances violentes, ou vécue comme telle. Comme je n'ai pas traité mon deuil traumatique, cela a conduit à un état de stress post-traumatique. C'est un trouble anxieux sévère, suite à une expérience pouvant impliquer sa mort ou celle d'autres personnes. C'est la réaction prolongée à un événement traumatisant, ce qui a causé une reviviscence des événements constants. Je revivais la même chose chaque jour. Des cauchemars à répétition, où on revit à chaque fois le traumatisme. Et j'évitais tout ce qui pouvait me rappeler mon père, ou en tout cas sa maladie, le cancer. Je savais ce que je vivais, mais j'en parlais pas. Je parlais à personne, par pudeur, par négligence de moi-même peut-être. Et quand ma mère est décédée, c'était encore plus fort. Ces symptômes étaient encore plus présents et est arrivé les crises d'angoisse. Et j'en ai un petit peu parlé, mais légèrement. J'ai juste dit que j'avais des flashbacks qui étaient très intenses, où je revivais la chose, et tout ce que j'ai dit. Donc j'ai eu des premiers antidépresseurs, que je n'ai pas osé prendre au début, parce que le médecin m'avait dit ne lis pas les effets secondaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu les effets secondaires. Et j'ai eu peur.
J'ai eu encore plus peur. Je me suis dit non, au secours. Je vais mourir en fait. Et puis je les ai pris quand même parce que vraiment ça n'allait pas. Ça s'est stabilisé. En fait, la dépression, c'est comme se casser la jambe. Quand tu prends des antidépresseurs, c'est une béquille. Donc, ça t'aide à marcher. C'est cool parce que t'as la jambe cassée, tu peux pas marcher quoi. L'antidépresseur, c'est une béquille. Donc, ah cool, j'arrive à marcher et tout, je peux faire des trucs. Ok, c'est cool, tu peux faire des trucs. Mais t'as la jambe cassée, on fait quoi? Tant que tu prends des antidépresseurs, t'as une béquille, donc tu peux marcher, tout va bien. Mais la jambe est cassée, faut la réparer, sinon elle est cassée toute ta vie. Et donc, la thérapie, c'est le plâtre. Parce que ça va t'aider à guérir ta fracture, ta jambe, quoi. Et toi-même, ce sera la kiné qui va t'aider à masser et puis à renforcer ta jambe. Le sport que tu vas faire ensuite pour te remuscler, etc. Donc il y a 3 facteurs en fait pour sortir de cette dépression, c'est les médicaments, la thérapie et puis toi. Ça doit venir de toi. Si t'as pas envie de te faire aider, ça marche pas. Et moi à l'époque j'avais pas envie de me faire aider parce que tout allait bien. Dans ma vie, tout allait bien. Et on me disait mais regarde, tout va bien, pourquoi t'es mal? Bah oui, pourquoi je suis mal? Bah ouais, c'est vrai. Sauf que c'était plus fort que tout. La dépression, c'est pas seulement aller mal, c'est une maladie qui touche le cerveau. Il y a une vidéo de Psychoquack que j'aime beaucoup, qui parle effectivement de ce qui se passe dans ton cerveau. Je vais essayer de le scinder pour que ce soit un peu plus compréhensible. Quand on est en dépression, on a plusieurs choses qui se passent dans le cerveau, notamment une atrophie du cortex préfrontal qui joue sur l'attention, l'exécution et la productivité et qui régule tes émotions. On a aussi une atteinte de l'hippocampe qui joue sur la mémoire. Et un amygdale hyperactif qui modifie les traitements des émotions. Mais moi, je ne vais pas parler de ce qui se passe dans le cerveau. Je vais vous parler juste de mes symptômes, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait. J'ai pris mes premiers antidépresseurs quelques mois après que ma mère soit décédée, au moment où ces crises d'angoisse commençaient vraiment à être insupportables. Mais j'ai réellement fait ma dépression 3 ans après. En tout cas, c'est la croix dans le calendrier que je mets à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un réel problème. J'ai peut-être été en dépression durant ces 3 ans où j'ai pris ces antidépresseurs, mais je m'en suis pas rendu compte parce que justement j'avais cette béquille, j'avais cette aide au quotidien. Je ne suivais pas de thérapie à cette époque-là, j'avais juste cette béquille. Et forcément, ça suffisait pas. Et lorsque j'ai compris que j'étais réellement gravement en dépression, c'est quand les symptômes ont été plus forts que moi. Donc j'étais sous antidépresseur. Un antidépresseur que j'avais depuis 3 ans avec le même dosage, mais qui n'était pas adapté. Forcément, parce que je ne suivais pas de thérapie, je ne voyais pas de psychiatre en fait. Putain, ce chat. Oh, chat, t'es chiant! Mais il est malade. Impossible. Impossible de filmer avec un chat. Je sais plus ce que je disais. Je prenais ces antidépresseurs depuis 3 ans, avec le même grammage, sans thérapie. Je ne voyais pas de psy. Pas tout de suite. Un jour, j'ai pas réussi à me lever en fait. C'est là où je me suis dit, ok, là, faudrait peut-être maintenant que je prenne une thérapie. Parce que là, ça va pas. Il faut que j'aille voir un psy. Il faut que j'aille voir un psychiatre pour voir si le médicament fonctionne, si c'est le bon dosage, s'il n'y en a pas un autre qui fonctionnerait mieux, etc. À l'époque, je voyais une psychologue qui était incroyable, qui m'a aidée, mais qui n'était pas spécialisée dans le stress post-traumatique. Un jour, c'est là où c'est un peu fou. Pareil, j'étais vraiment très très mal. J'arrivais pas à me lever de mon lit. J'arrivais pas à me lever. J'arrivais pas. C'est impossible. Et là, je commence à avoir des gros trous de mémoire. J'arrive pas à avoir une conversation avec quelqu'un. On me parle et
Comme si l'information n'arrivait pas à être traitée dans mon cerveau, je dissocie. Je suis plus là. En fait, je fais les choses, mais je suis plus là. Du coup, je sais plus ce que j'ai fait ou je sais plus ce que j'ai pu dire. Quand je rencontrais quelqu'un dans la rue, j'essayais d'éviter la personne parce que je me disais, oh non, elle va voir que je suis bizarre et tout. Pas envie de, pas envie de lui expliquer qu'est-ce qui m'arrive. Et je paraissais bizarre aussi. Enfin bref, j'avais l'air vraiment, ouh, t'es où? Et ça a été très perturbant en fait ces trous de mémoire et c'est juste le fait de plus avoir de conversation, j'arrivais pas à parler, c'était un truc de fou. Je me disais mais attends, je deviens débile en fait. Là, j'ai vraiment paniqué, je me suis dit j'ai une maladie neurodégénérative. Voilà, ça y est, je sais pas, j'ai Alzheimer ou je sais pas, j'ai une maladie quoi. Et en fait, c'était la dépression, c'était le début de mes symptômes. C'était les premiers symptômes que j'ai eu, c'est ça. C'est trop de mémoire. Vraiment, mon corps, il m'a dit, maman, tu vas faire une thérapie. Mon corps, il m'a dit, maman, t'es KO, t'es out, tu vas faire une thérapie et t'iras mieux. J'ai entamé la thérapie de MDR. Le MDR, c'est une thérapie qui consiste à guérir les traumatismes et les événements douloureux, avec des mouvements oculaires de droite à gauche. C'est-à-dire que le thérapeute va effectuer des mouvements de va-et-vient avec ses doigts, et notre but, c'est de les suivre du regard. Ça permet à notre cerveau, notamment, de comprendre que les événements passés sont passés. C'était très compliqué parce qu'il y avait énormément de sujets qu'il fallait traiter. Et donc bref, je fais cette thérapie, et puis la dépression s'installe, je n'ai plus aucune envie. Voilà, ça c'était le deuxième symptôme, je n'ai aucune envie. Mais c'est pas la flemme, c'est pas genre non, j'ai pas envie. Non, c'est vraiment j'ai pas envie, je veux pas. Y a pas d'envie, y a rien là. Y a rien qui se passe, y a pas d'émotion, y a pas de joie, y a pas de tristesse. C'était ça qui me faisait peur en fait, c'est qu'il y avait même plus de tristesse. En fait, je voulais mourir, mais j'avais pas de tristesse. C'était je voulais plus vivre parce que ça servait à rien. C'était voilà, c'est éteint. Je suis éteinte. Comme une flamme, et elle s'allume plus. Un briquet, t'essayes de l'allumer, il n'y a plus de gaz en fait. Il n'y avait plus de gaz, j'arrivais pas à allumer ma flamme. À ce moment-là, j'avais d'autres antidépresseurs, donc le temps qu'il fasse effet, etc. Ça a pris du temps. Et je crois que ça a pris 6 mois à ce que ça fasse réellement effet. Et encore, comme j'ai dit au début, c'est une béquille, ça n'aide pas de fond. C'est la thérapie et c'est travailler sur soi et vouloir s'aider soi qui fonctionne. Qui a fonctionné en tout cas pour moi. Ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde, il y en a c'est autre chose. Moi ça a été vraiment de me faire confiance, de faire cette thérapie et de travailler sur moi. Sur mes insécurités, sur ce que j'ai pu vivre, sur la manière dont je l'ai vécu, sur la manière dont je le vis aujourd'hui. C'est ça qui m'a aidée. La dépression, du moins comme je l'ai vécue, j'ai ressenti du vide. Je n'arrivais pas à exprimer ou expliciter ce que je ressentais. Parce que c'était tellement complexe. Et c'est surtout le fait de se mentir à soi-même. De se dire qu'on n'est pas malade, que c'est pas une maladie, que tout va bien finalement, que c'est dans notre tête. Chose qu'on a pu entendre dire par d'autres personnes, donc on essaye de se convaincre. Dans la musique, je raconte à quel point je ne suis pas capable d'en parler, à quel point je ne peux pas mettre de mots dessus. Tellement c'est vaste, tellement c'est compliqué. Je raconte aussi combien c'est difficile, une fois qu'on est vraiment au fond du gouffre, combien c'est dur de monter, de grimper. On n'a plus de souffle, on est à bout. Et on n'a plus d'ailes. Et les ailes, c'est la métaphore de l'envie. Ou la métaphore de la motivation. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'envie. On n'y arrive pas tout simplement. Il n'y a pas cet élan de vie qu'on ressent tous, chacun. Quand on a envie de changer les choses, quand on est motivé à faire quelque chose, quand on veut sortir, quand on est heureux de sortir. Cet élan, en fait, il n'y est plus. Je pensais que j'avais un esprit assez fort pour pouvoir lui échapper. Mais en fait, je me sentais traquée. Unable to come back again.
qui m'a aidée aussi, c'est mes amis. C'est mon chéri, c'est la famille de mon chéri, c'est voilà, c'est mes proches, ma famille proche. Et ouais, ça a été difficile. En fait, je me rends compte que quand j'essaie de me rappeler de cette période, c'est très difficile parce que j'ai pas tout enregistré en fait, ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pas envie en fait de savoir ce qui me passait par la tête, etc. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai tenu un journal vidéo. En fait, je me filmais durant ma dépression pour garder une trace en fait, parce que je savais que j'allais plus vouloir y penser ou y penser. J'y réagirai peut-être. Je montrerai peut-être ces extraits. J'ai revu il y a pas longtemps, c'est très difficile parce que j'étais vraiment dans le moment des symptômes, dans le moment de la dépression, et c'est vraiment ça fait mal au cœur. Voilà, et je me dis que finalement j'en ai fait du chemin et c'était pas facile quoi. Outre les symptômes mentaux, il y avait aussi des symptômes physiques, comme des douleurs musculaires, des troubles digestifs, de l'urticaire, des tremblements involontaires, une douleur au niveau du thorax, des vertiges, du bruxisme aussi, le fait de grincer des dents. J'ai peur d'oublier des choses. En fait, il s'est passé tellement de choses. J'ai eu tellement de symptômes. J'ai vécu par tellement de phases en fait dans la dépression. Des doutes, mais des doutes qui n'ont ni queue ni tête. Des pensées noires, mais des pensées noires irréversibles. C'est-à-dire que, comme j'ai dit plus tôt, l'environnement dans lequel on est a beau être parfait, si on va mal, on va mal. Et si on a des pensées noires, alors, beaucoup passent à l'acte et, et c'est dramatique. Et souvent on a tendance à dire ah, la personne a laissé toute sa famille derrière elle, a laissé tout ça derrière elle, etc. Mais à ce moment-là, on est tellement mal, mais qu'on ne pense même pas à ça. On est tellement mal que même ça nous retient pas. Parce que le mal-être, il est tellement profond, il est tellement là, il fait tellement mal, et on a juste envie que la douleur s'arrête en fait. Et c'est horrible, c'est une douleur en fait. Pour moi, la dépression, c'est avant tout une douleur que j'ai ressentie au niveau du diaphragme. Mais une douleur, un mal-être intense qui se ressent physiquement, un mal de ventre. C'était pénible, pénible. Moi, ce qui m'a fait tenir en fait, ce qui m'a aidé, c'est avant tout mes proches, etc. Mais dans les moments où vraiment c'était où j'étais submergée par le malheur, où les pensées noires fusaient, en fait, je me retenais à des toutes petites choses, mais vraiment des minuscules choses. C'est-à-dire quand j'allais très mal, que vraiment j'étais si mal que j'allais en finir, je portais mon attention sur n'importe quoi, vraiment un truc insignifiant. Une fois ça a marché, je regardais mon chat et je me disais ah non, il faut que je nourrisse le chat ce soir, je peux pas. C'est tellement insignifiant en fait. Il y avait plein d'autres choses évidentes comme mes amis, ma famille, mon chéri, enfin, mais c'était tellement fort que tout ça, ça passait. Et là, cette petite chose, me dire, il faut que je nourrisse le chat ce soir, ça m'a aidé en fait. Je me suis dit, non, il faut que je nourrisse le chat ce soir. Et du coup, je me focalisais sur ça. Et après, j'ai pensé à autre chose. Ça dure pas longtemps en fait, c'est vraiment une poussée en fait, genre comme une envie. C'est maintenant, vite, faut que j'en finisse parce que je supporte plus. Mais en fait, je supporte plus, faut que ça s'arrête. Ça dure pas très longtemps. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Mon instinct de survie, à un moment donné, il a repris le dessus et il s'est dit non, 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 là, c'est bon, ça va le faire. On va y arriver. Et, et voilà. Et la thérapie, le MDR, ça a été hyper bénéfique pour moi. Ça a traité mon stress post-traumatique, mais alors j'ai envie de dire à une vitesse. Ça a duré 1 an, cette thérapie. Je la suis encore. J'ai encore des choses à travailler. Je pense toujours des choses à travailler sur soi. Mais
ça m'a déjà énormément aidée par rapport à mon père, par rapport à ma mère, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon adolescence. Ça m'a aidée pour traverser ma dépression. Et ça m'aide encore pour me sentir mieux vis-à-vis de moi-même, parce que j'ai eu tendance à m'auto-dénigrer tout le long de ma dépression. Je me regardais plus dans le miroir, je m'évitais constamment, je prenais plus soin de moi parce que je me disais ça ne sert à rien. Le MDR m'a énormément aidée concernant cet état de stress post-traumatique. Grâce à cette thérapie, mon cerveau a pu caser cet événement dans la case passé. Avant, je revivais constamment la mort de mon père. Ça me suivait partout, tous les jours. Je le pleurais jusqu'à encore l'année dernière, tous les jours. Je ne pouvais pas parler de lui sans pleurer. Je n'ai jamais pu me rendre sur sa tombe, à moins d'y être accompagnée. Je n'ai jamais pu me résoudre à aller aux endroits qu'il fréquentait. Des endroits qui, en plus, m'appartenaient. Je n'y arrivais pas. En tout cas pas seule. Et quand j'étais accompagnée, j'étais anxieuse, comme s'il allait m'arriver quelque chose. J'évitais les hôpitaux. Et quand je pouvais pas, c'était difficile. Dans ma maison, je me sentais pas à l'aise dans certaines pièces. J'avais pas le choix, mais je me sentais pas à l'aise. Il y a des personnes aussi que j'ai évitées longtemps. Mes cauchemars, c'était pas juste des simples cauchemars. Je voyais mon père. Je revoyais ce que je vivais en fait. Le pire dans tout ça, c'était les flashbacks. Les flashbacks où ce qui était arrivé il y a 14 ans, c'était comme si c'était hier. Je revoyais la même chose. Je vivais la même chose. Et ça pouvait m'amener à dissocier, à ne pas être là, à paraître bizarre aux yeux des gens, être dans la lune, être discrète. C'est ce qu'on me reprochait assez souvent. Moi, ce qui m'a marqué, c'était vraiment les choses que personne ne parle, c'est-à-dire les troubles cognitifs. Perte de mémoire, ne plus pouvoir se concentrer, ne plus à réussir à avoir une discussion. C'était ça qui me faisait peur. C'est que j'arrivais plus à parler en fait. Là, je me disais vraiment, je vais devenir débile. Je vais devenir bête en fait. J'arrivais plus à apprendre quelque chose. Enfin, on me demandait de faire des choses, j'y arrivais pas. Impossible. J'étais bloquée là-dedans en fait. Et ensuite, ce qui a été très compliqué, c'était le déni. Parce que pour moi, je n'étais pas malade. Parce que pour moi, je mentais. Pour moi, j'allais bien. Puisque tout allait bien, pourquoi j'allais mal ? Le déni, ça c'était vraiment quelque chose d'assez important et d'assez pénible, d'assez dangereux aussi, parce que du coup je me soignais pas au début, ce qui a conduit à ce qui a conduit quoi. Et la culpabilité, je culpabilisais de ne rien faire, je culpabilisais d'être dans cet état-là, je culpabilisais d'être arrêtée, je culpabilisais de tout. Tout ce que je faisais, c'était affreux. Et c'est là où je me suis rendu compte que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est le jugement qu'on se porte à soi. En fait, la personne qui me jugeait le plus, en fait, c'était moi-même. Je m'auto-flagellais tout le temps. Je m'auto-dénigrais, je me rabaissais, comme si c'était les autres qui me disaient ça, mais pourtant, si j'ai jamais entendu personne me dénigrer ouvertement. Il n'y avait que moi en fait. Ça aussi c'était pénible. Outre tous les symptômes physiques et mentaux, il y a l'aspect quotidien de ne pas s'aimer en fait. De ne pas aimer la situation, de ne pas aimer le fait qu'on soit malade, de ne pas assumer le fait qu'on soit malade. Et voilà. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'est assez... compliqué de condenser tout ça dans une vidéo, surtout que je crois qu'elle va durer au moins 1 heure cette vidéo. C'était important pour moi d'en parler et j'espère que ça peut aider des gens. J'espère que ça peut rassurer des gens aussi. Parce que moi, ça me rassurait de voir des personnes
qui ont les mêmes symptômes que moi, par exemple surtout les troubles cognitifs, parce que pour moi ça n'avait rien à voir avec la dépression, je savais pas que ça en faisait partie. Mais je l'ai bien vu après quand je n'étais plus en dépression, bah, que j'avais plus rien, que je n'avais pas ça en fait. Concernant la durée de ma dépression, honnêtement je pense que j'ai mis plus d'1 an à ne plus avoir le moindre symptôme. J'étais encore sous antidépresseurs, mais je n'étais plus en dépression. Dépression profonde, modérée, grave. Je n'étais plus dans ce cas-là. J'ai arrêté les médicaments depuis... Je sais plus, ça fait très longtemps. Ça doit faire plus de... Oh, beaucoup. Je ne sais plus. Plus de 8 mois, peut-être 6 mois. Non, peut-être 6 mois. Je me rappelle pas. L'arrêt des médicaments a été pas difficile parce qu'on est vraiment allé progressivement. Je continue ma thérapie toujours parce que ça m'aide énormément. Des fois, j'ai pas envie d'y aller parce que oh non, vas-y, il faut parler des sujets difficiles. Mais en fait, j'ai appris que affronter ses peurs, c'est guérir en fait. C'est pas se cacher, c'est pas faire comme si rien n'était. Il faut l'affronter, il faut en parler, il faut s'ouvrir, il faut voilà, en parler ouvertement comme je le fais maintenant. Parce que ça m'aide, en fait je me rends compte que je suis de plus en plus détendue dans cette vidéo. Ça m'aide de fou de parler comme ça, même si je la posterai jamais ou que je la poste demain ou que je passe des mois au montage pour que ce soit parfait, je m'en fous, c'est dit et voilà, ça me fait du bien. Si ça peut aider d'autres personnes, je peux en reparler, je peux refaire des vidéos dessus, je pourrais en parler pendant des heures et apporter plus de compréhension à ceux qui connaissent pas cette maladie ou qui ont du mal avec cette maladie, qui peut-être se disent que c'est que dans la tête, chose que je me suis moi-même dit, hein. Mais c'est loin de là. C'est loin de là, c'est pas qu'une question de volonté. J'aimerais bien que ce soit qu'une question de volonté, j'aurais aimé, parce que du coup je me serais bougée, je m'aurais dit allez, maintenant on y va quoi. Ça marche pas. Parce que ton cerveau il est cassé. Il faut le réparer, il faut y aller progressivement, il faut y aller doucement. Pour les personnes qui ont un proche qui est en souffrance, qui est en dépression, ou qui est anxieux, ou qui a besoin d'aide, comment aider? Je dirais demander à la personne comment l'aider. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? La plupart du temps, la réponse est ah bah rien. Parce que finalement, ça doit venir de la personne elle-même, de la personne souffrante. Ça doit être elle qui demande de l'aide. Autrement, ben juste passer du temps avec cette personne, faire des choses qu'on fait normalement, écouter la personne, comme on a pu faire avec moi. On m'a beaucoup écouté, on m'a épaulé, on a parlé de tout et de rien. Quand je n'avais pas envie de faire quelque chose, on me forçait pas. Quand je n'arrivais pas à faire la chose, on me forçait pas non plus. Ouais, c'est accompagner aussi. Accompagner, se dire écoute, si tu oses pas aller seul chez le psy, je peux t'accompagner, des choses comme ça. C'est conseiller aussi des psys ou des médecins ou voilà, des thérapies. Mais c'est surtout écouter la personne. Lui demander, pas forcément lui demander comment ça va parce qu'on sait la réponse, on sait que ça va. On sait que ça n'ira pas en s'arrangeant. Mais juste de passer du temps avec cette personne, de faire des activités, de sortir, ou si elle n'a pas envie de sortir, de rester avec elle. Je sais que beaucoup de mes amis, quand je voulais pas sortir, quand vraiment j'angoissais de sortir, je n'osais pas sortir, je n'osais rien faire en fait. Me disait c'est pas grave, on peut rester là et on fait autre chose. Ou c'est pas grave, on peut ne rien faire aussi. C'est très bien. Et voilà. Je crois qu'on a clôturé le sujet de la dépression. Il reste une dernière musique. Everything's fine now. You can lay down your arms, release
cette musique, c'est censé être le maintenant, la reconnaissance, le relâchement, release, tout relâcher et être dans l'acceptation, avoir acquis de la sagesse. C'est un peu ce que j'ai l'impression d'avoir vécu dans cette vidéo, parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise de plus en plus. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme dans mes musiques, c'est que plus on avance dans les titres et plus ça se lâche en fait. Voilà, c'est assez rigolo cette image. Et donc oui, la dernière musique, ça reparle de mon père. C'est un petit clin d'œil sur une musique qu'il a pu me chanter quand j'étais petite. Ça a été super difficile aussi de l'enregistrer. Parce que je n'arrêtais pas de pleurer. Mon père, c'était vraiment quelque chose de sensible. C'était vraiment un sujet sensible. Ça l'est moins. Ça l'est toujours, mais ça l'est moins. Parce que j'ai réussi à ne plus souffrir de mon stress post-traumatique vis-à-vis de mon père. Donc c'est déjà énorme. Ça clôture en fait l'album. On a commencé avec lui comme sujet et puis on a fini avec lui. Et c'est juste une musique pour me rappeler que en fait tout va bien, qu'on peut relâcher les armes et aller de l'avant en fait. Parce que finalement c'est ça, pas la moralité de la vie, mais un peu le but. C'est en fait il faut continuer à avancer. Ce qu'on vit en fait c'est des expériences. C'est comme ça maintenant que je le vis. Je l'aurais pas dit il y a quelques années, je me serais dit non mais en fait c'est n'importe quoi, pour être poli. C'est de la merde quoi. Mais non, aujourd'hui je me dis que c'est des expériences. C'est quelque chose que j'ai eu besoin d'apprendre peut-être. J'ai dû passer par là pour apprendre des choses. En tout cas, voilà, ça clôture les sujets de mes vidéos. Ça m'a fait tellement du bien de parler de ça. D'enfin ouvrir la parole en fait. Parce que longtemps je me suis cachée. Je n'osais pas sortir, je n'osais pas faire des choses, entreprendre des choses et m'ouvrir aux autres, etc. Et aujourd'hui j'ai plus peur. J'ai plus peur de montrer qui je suis réellement. Parce que longtemps on m'a collé l'étiquette de la fille triste. De la fille qui a perdu son père en fait. Et quand j'allais mal, on me disait mais c'est parce que t'as perdu ton papa, c'est normal que tu sois triste. Ensuite on m'a collé l'étiquette de la fille joyeuse, la fille souriante, la fille qui est forte. C'était une belle étiquette, j'aurais voulu la garder mais c'était pas le cas. C'était une façade en fait, c'était un masque que j'aimais porter parce que je voulais être rayonnante pour les autres, je voulais pas montrer mon malheur. Je voulais voilà, que les autres se sentent bien avec moi. Et au final, bah voilà, j'ai vécu une dépression. Je n'étais plus la fille solaire, mais les personnes qui me caractérisaient comme solaire sont restées et m'ont encore plus éblouie, on va dire. C'est une belle image. Where are you going, darling? He sung, still dancing around. And now Tweety grew up with this song in her head. En tout cas, j'espère que ça a pu aider certaines personnes qui sont passées par là, qui ont traversé ce que j'ai traversé, de près ou de loin, qui veulent aider un proche qui a souffert. J'espère que mes musiques ont plu, que j'ai su transmettre l'émotion qui s'y découle. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines covers et pourquoi pas un prochain album. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Soyez tolérants et compréhensifs avec vos proches et aimez-les très fort. Voilà. Bisous. Si vous aussi vous avez perdu un proche, rappelez-vous ces mots. La douleur de l'avoir perdu ne doit pas remplacer le bonheur de l'avoir connu.